Alors, suite aux discussions précédentes concernant le système capitalisme, ah tiens, on a perdu Bernard, Oui, bah, je sais pas. non, concernant Oui, cette crise sanitaire qui, bien entendu, ne pouvait être que mettre la société dans la situation actuelle, puisque, comme nous l'expliquons auparavant, les multiples lois et textes qui ont été émis par les différents gouvernements depuis les années 70 nous ont amenés à cette situation. Et bien entendu, avec l'idée qui est celle de Macron, un néolibéral bien connu, d'amener le système de santé vers un système de santé américain. On est bien d'accord, c'est-à-dire que mise en concurrence du service public, ils le font dans l'école avec, entre autres, dans le cadre de la loi Debré, ils le font dans les hôpitaux, ils le font pour tous les services publics. Alors, une fois que ceci est bien posé, chers amis, chers camarades, dites-moi, ce qui va être surtout important, c'est de savoir que se passera-t-il demain, l'après cette crise. Parce que nous aurons bien entendu ces chers politiques néolibéraux qui reviendront pour relancer la machine comme si rien ne s'était passé. Alors, pour ma part, ma pensée est celle-ci, c'est que vous allez émettre votre point de vue. Ensuite, ma pensée est celle-ci. La crise, bon, on va arriver à soi-disant un déconfinement. Eh bien, moi, je dis aux salariés, ne reprenez pas le travail. Hein. C'est le moment de mettre à bas le capitalisme. Donc, il faut en terminer avec ce système néolibéral, avec ce système de société que la majorité des citoyens ne veulent plus. Donc, on ne retourne pas travailler comme le voudrait le président du MEDEF. Qu'en pensez-vous? Alors, qui Oui. parle? Ben, Charlie, moi, je voudrais, je ne vois pas. Ah, disons, pour commencer, pour conclure ce qu'on avait euh, parlé jusqu'à maintenant, euh, c'est quand même, comment dire, on viendra tout à l'heure sur la question, supposons, des EHPAD, les maisons de retraite, euh, qu'on vit aujourd'hui. Il y avait 7500 morts. C'est honteux, c'est inadmissible, c'est de la barbarie capitaliste. Mais cette barbarie capitaliste, ça a un nom. C'est les profits des sociétés en France, des sociétés privées, pour faire de l'argent sur le dos des vieux, de nos aînés. Euh, reprenons. Vous avez eu le problème qu'il y avait eu dans les EHPAD à Toulouse. Rappelez-vous, tout ce qu'on a entendu jusqu'à ce que ça arrive là, le problème du virus, du coronavirus, on a vu qu'il manquait des infirmiers, qu'il manquait des employés, il manquait de tout, la maltraitance dans les centres de... Et même le gouvernement qui disait ça va toucher les aînés et les personnes âgées, n'a rien fait. Il a abandonné les EHPAD. Même qu'au début du comptage des morts, ils apparaissaient même pas. C'est-à-dire qu'ils ne le disaient pas, ils le cachaient. Comme ils ont fait d'ailleurs en Chine, mais ils cachaient tout. 7500 morts. Mais quand on sait que dans ces EHPAD, la moitié ne sont pas médicalisés, qu'ils n'ont même pas d'oxygène, qu'il y a un toubib ou deux pour 50 personnes, que des fois ces toubibs sont à l'extérieur et ils viennent quand on l'appelle, qu'il y a une infirmière pour je ne sais pas combien de malades, ça veut dire une chose très claire. Le gouvernement Macron a laissé mourir les anciens dans les EHPAD, sciemment. Il les a fait mourir.
et tout le monde s'était. Je crois que c'est une barbarie capitaliste, elle est là. Elle est vraiment en filigrane. On comptabilise d'un côté les morts à l'hôpital, de l'autre dans les EHPAD. C'est-à-dire que ces gens-là, on ne leur a pas donné la moindre chance. Parce que dans beaucoup de lieux, pas de soignants, pas de réanimateurs, pas de respirateurs. Ils ont manqué à certains endroits des médicaments et comment dire, et des médicaments pour soulager. Donc voilà, c'est, je crois, important de dire, quand on voit aujourd'hui que la 5e puissance du monde, qu'il peut, en espace de 20 minutes, même moins, détruire la moitié de la planète avec ses bombes et ses armements, qui est le troisième producteur d'armes de la planète, n'arrive même pas à faire des masques, à faire des tests, à s'occuper de ces vieux dans les EHPAD, et il les laisse mourir comme des chiens. Comme des chiens, il les laisse mourir. Je crois que on ne peut pas laisser à ces gouvernements le droit de décider. Je pense que Macron, à l'époque où il est intervenu, quand il expliquait qu'il fallait poser dans les Alpes l'hôpital du futur, hein, effectivement, c'était les EHPAD tels qu'on les connaît. Les hospitels, rappelez-vous, c'est-à-dire ces hôtels qui sont construits à côté des hôpitaux pour que les gens qui vont en ambulatoire puissent y aller pour pouvoir faire de la rentabilité, surtout dans les côtés privés, c'est-à-dire dans les cliniques privées. Et Macron disait qu'on pouvait créer de la valeur marchande à la maladie. C'est ça qui était le point de départ. Voilà, je voulais... et je ne parle pas de la recherche publique, parce que si effectivement, aujourd'hui, nous en sommes là de la recherche, j'aimerais que on pense comment le gouvernement a réduit la recherche à sa plus simple expression. Voilà pourquoi aujourd'hui on se trouve dans des situations impensables. Donc après on rentrera, qu'est-ce qui sera après? Une chose est claire pour moi, et je rentre dans la question du confinement. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution que de confiner, parce qu'il n'y avait pas de tests. Il n'y avait pas de masque. On nous a expliqué qu'on nous prenait pour des cons en nous disant qu'on ne savait pas se servir d'un masque. Que de toute manière, on allait se l'enlever mal et qu'on allait se contagier nous-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous prenait pour des débiles. Aujourd'hui, ils ont été obligés de reconnaître quand même que les masques est la seule manière que le virus ne circule pas, ou une des manières que le virus ne circule pas. Effectivement, c'est tenir à 1 mètre. Mais on verra comment dans les entreprises, on va pouvoir se tenir à 1 mètre. Comment est-ce qu'il y aura des masques pour tout le monde? Est-ce qu'on pourra faire les tests pour qu'effectivement les gens qui sont porteurs du virus, on puisse les éloigner, c'est-à-dire les mettre à un endroit où ils puissent être soutenus par la médecine pour pouvoir guérir? Est-ce que toutes ces conditions sont réunies? Je pense qu'on ne peut plus laisser ces gouvernements décider ce qui jusqu'à maintenant a décidé contre nous. Parce que la seule chose qui l'intéressait, c'est effectivement, comme il n'y avait pas de masque, on n'avait pas besoin de masque. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser ce gouvernement décider quel sera le budget des hôpitaux. C'est à l'hôpital lui-même, au personnel de décider, aux professeurs, aux infirmiers, aux infirmières, aux brancardiers, aux femmes de ménage,
à toutes les personnes intervenant dans l'hôpital de ce qui est nécessaire pour l'hôpital. Aux usagers de savoir combien de lits il faut. C'est à eux de déterminer quels sont les besoins pour l'hôpital. Donc, c'est dans les assemblées générales, avec leurs syndicats, avec leur association de déterminer s'il est nécessaire, ce qui est nécessaire à l'hôpital, sans quoi tout ce qui sera décidé ne servira à rien, parce que ça sera décidé comme ça a été fait jusqu'à maintenant, non pas par le ministre de la Santé, mais par Bercy, par le ministre de l'Économie. C'est l'Assemblée nationale jusqu'à maintenant qui déterminait le budget des hôpitaux, c'est-à-dire Bercy, c'est-à-dire le ministre de l'Économie. Il faut arrêter. Il faut que ce soit les hôpitaux qui décident ce qui est nécessaire pour l'hôpital. C'est la même chose dans les entreprises. C'est aux assemblées générales dans les entreprises qu'il faut qu'ils déterminent avec leurs syndicats, leurs délégués du personnel, s'ils peuvent travailler ou ne peuvent pas travailler. C'est la reprise de l'école, c'est les mêmes problèmes qui sont posés. C'est aux maires, avec les parents d'élèves, avec les syndicats et les enseignants, de déterminer si on a les conditions suffisantes pour pouvoir ouvrir une école. Ce n'est pas au gouvernement de décider, parce que jusqu'à maintenant, il a décidé que ce qui lui intéressait, c'est ça, à mon avis, qu'il faut effectivement qu'on dise clairement. C'est chaque fois dans l'usine, à l'hôpital, dans les transports en commun, qu'est-ce qui est nécessaire? Si on ne peut pas maintenir la distance, si on ne peut pas avoir de masques, eh bien on ne peut pas prendre les transports en commun. C'est ça qui est dit. C'est aux travailleurs de décider, c'est aux employés de décider ce qui est nécessaire pour eux. Bernard? Tout à fait d'accord. Bon, ce que tu dis, c'est le programme de passage d'un pouvoir à un autre pouvoir. C'est exactement ça. Il faut enlever le pouvoir à des gens qui ne l'ont que parce qu'il y a un cadre institutionnel qui s'appelle la Ve République, qui leur permet, en étant minoritaire, comme tu l'as rappelé, Patrick, ultra minoritaire, de décider, hein, avec des outils qui s'appellent les ordonnances, le 49.3, etc. Remplacer ce pouvoir par un autre pouvoir. Après tout, c'est ce que nos ancêtres ont fait à la Révolution française. Hein. On a le job à faire, tout à fait d'accord. Donc on est d'accord, pour cela, il faut changer de république. Mais bien sûr. Pardon, je n'ai pas entendu. Il faut changer de république, oui. Il faut rétablir la république parce que c'est plus tellement une république. Hein. C'est vrai, tu as raison, mais on ne peut pas laisser, pour le moment, c'est la Ve République. Un gouvernement minoritaire, un gouvernement qui s'est approprié tout le pouvoir, mais c'est elle qui va déconfiner. Et on ne peut pas le laisser. Exactement. Même maintenant, même si on n'a pas changé de république, on ne peut pas les laisser les droits de décider. C'est dans les assemblées générales. C'est aux employés de la SNCF de décider. D'ailleurs, on nous a démontré le professionnalisme qu'il y a eu dans les hôpitaux, parce que sans eux, le gouvernement n'aurait jamais réussi à passer le cap. C'est parce qu'ils sont des professionnels qu'aujourd'hui, on doit laisser cette possibilité de décider ce qui est nécessaire pour eux. C'est à la SNCF de décider ce qui est nécessaire au niveau de train. C'est à la RATP de décider combien il y aura qui s'embauchent. Comment dire? On dit de reprendre l'école. Je pense personnellement qu'un mois de plus dans la vie d'un élève ne va pas, détruire les facultés de l'élève. Bien sûr, le gouvernement dit créer le lien social et ces élèves qui sont en dehors de tout parcours, il faut les intégrer parce que sinon,
Ah, on a perdu Pour moi, c'est clair. Si un maire décide d'ouvrir, mais il va falloir bien diviser les classes par 2 et par 3. C'est-à-dire qu'effectivement, faire des classes où il y a la distance qui est créée, où effectivement une éducation à ses élèves, que ça ne soit pas une garderie. Ça veut dire qu'il faut tout de suite embaucher d'autres Tout à fait. instituteurs. C'est-à-dire pour pouvoir effectivement rallonger les classes, pour que pendant l'été, ces gens-là, que l'État, alors qu'il y a des gens au chômage, on embauche pour pouvoir effectivement, ces gens qui sont en difficulté, porter les classes. Mais ce n'est pas ce que le gouvernement veut, ce n'est pas ce qui a été décidé. Voilà la seule chose, à mon point de vue, qui est, c'est de la garderie. Tout à Mais fait pour d'accord. faire de la garderie, un mois de plus ou de moins, par contre, s'ils décident qu'au mois de juillet et au mois d'août, on embauche des professeurs pour que les gens qui sont en difficulté, on les amène à effectivement à, à, à être au niveau pour que l'an prochain, ils puissent suivre correctement. Alors oui, mais c'est pas ce qu'on a décidé. C'est pas ça que j'ai entendu. Tout à fait. Christian, Oui. Bernard, Oui, on peut Christian. dire, oui, ben, sur un point par rapport à l'école, ce que tu dis, bon, la moitié des étudiants, d'après ce que j'ai lu, ont un job hein, pour financer en partie ou plus leurs études. On peut employer des étudiants dans l'éducation nationale. Ça serait beaucoup mieux qu'ils aillent travailler chez McDonald's, hein, par exemple. Il y a tout à fait des possibilités de le faire. Et Christian, Alors, ça, ton point de vue moi, pour l'après? je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Juste quand même, parce que tout ça, c'est vrai, il faut le faire, mais pour l'instant, avec qui on va le faire? À l'heure actuelle, Macron est en train de ratisser le plus largement possible pour créer un gouvernement d'union nationale. Alors bon, il y en a qui trépignent dans les starting blocks, comme Valls, qui aimerait en faire partie, on ne sait jamais. Hein, il est en chômage technique, le Valls, alors il aimerait bien y être. Mais attention, ça va de pair, cette idée de faire un gouvernement d'unité nationale avec les discours du MEDEF, avec les ordonnances. Parce que c'est tout ce qui a été dit par Charlie et Bernard est exact et je le partage profondément. Mais demain, quand les gens... Moi, je reviens sur cette idée que tu as donnée, Patrick. Demain, le confinement est fini, n'allons pas travailler. Ça, c'est l'idée force. N'allons pas travailler parce que nous ne pouvons pas aller travailler 60 heures par semaine, 7 jours sur 7, c'est ça. Et parce que ce gouvernement, pour faire passer cette pilule-là, a besoin, comme ils ont eu besoin chaque fois qu'il y a eu une guerre, d'une union nationale où tout le monde il est d'accord pour foutre sur la gueule au voisin. Eh bien, ça, quand il a dit Macron, et qui s'est pris pour Clémenceau, on est en guerre, et puis après qui se prend pour l'abbé Pierre, oh, j'ai peut-être dit des bêtises, il faut arrêter. Aujourd'hui, le pays a besoin effectivement qu'on fasse changer les choses, mais pour faire changer les choses, il faut que dès la fin du confinement, les gens disent, nous, on ne reprend pas le boulot parce qu'on ne veut plus de ce travail-là. Voilà, moi, mon point de vue. Oui, ben, écoute, tout à fait d'accord, Christian. Dans son dernier discours, Macron a osé dire, a osé parler des jours heureux, il faut le faire. Hein. Mais les jours heureux, ce sera sans lui, hein, ça c'est bien clair. Et je pense que on peut aujourd'hui, rappelons-nous qu'il y a une loi, qui est la loi sur les retraites, qu'il a suspendue, qu'il a été obligé de suspendre, mais ce qu'il faut, si on ne reprend pas le travail, c'est de dire on retire cette loi et on en retire beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, mais celle-là en particulier, elle est emblématique et il faut la retirer. Et on parlait de grève générale avant sans arriver à l'obtenir, ben je pense que là on a les conditions pour la construire. C'est intéressant que tu reparles des jours heureux, parce que c'était le programme du Conseil national de la Résistance. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est bien clair, oui. De 1945. Et pour clore justement cette émission, j'aimerais avoir votre avis sur la notion de solidarité, parce que le programme des jours heureux était vraiment un programme qui mettait
qu'il y ait bien le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité. Hein. Et donc, c'était un programme de solidarité vis-à-vis de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Aujourd'hui, Macron se félicite de la solidarité qu'il peut entrevoir sur les balcons tous les soirs à 20h parce que les gens applaudissent les infirmières, le personnel soignant, les personnels dont on n'a pas parlé, mais où moi je me sens assez proche automatiquement, les personnels des grandes distributions, tous ces gens-là, en disant que c'est de la solidarité. Pour ma part, mon point de vue, donc vous me donnerez votre point de vue après, mon point de vue, ce n'est pas de la solidarité, le fait d'applaudir tous les soirs à 20h. C'est un soutien moral et psychologique, et je ne suis pas contre, très très bien, mais pour moi, la solidarité vis-à-vis du personnel enseignant, vis-à-vis des salariés qui sont, quel que soit leur emploi dans le privé ou dans le public, la solidarité commence par le fait d'être dans la rue pour défendre les acquis sociaux qui sont mangés petit à petit de gouvernement par gouvernement. Donc moi, ma notion de solidarité, c'est dans la rue. C'est pas sur un balcon. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Ah oui, tout à fait d'accord. Le fait d'applaudir les gens à 20h, c'est gentil. Et ça, c'est un peu comme quand les gendarmes ils filent des balles de chocolat aux infirmières. Mais 2 mois avant, ils leur foutaient sur la gueule parce qu'elles étaient dans la rue en disant on veut des moyens pour bosser. Je veux dire, c'est très gentil. C'est un hocher. Ça, en même temps, bon, c'est vrai que les gens ils soutiennent ce personnel, mais le fait d'applaudir à 20h, qu'est-ce que ça change? La solidarité, la véritable solidarité, elle doit s'inscrire dans la lutte et dans la lutte à la fin de l'épidémie. C'est ça la véritable solidarité. Le reste, c'est gentil. Je veux dire, nous, on a un mec dans le village qui fout la musique à fond. Bon, voilà, ben, c'est bien, ça fait du bruit. Mais Bernard, qu'est-ce que ça apporte? Bernard. Oui, Je, oui, oui, il y a deux choses. Attends, Charlie. Attends, là, oui, je suis d'accord. Bon, c'est gentil, hein, non, effectivement, la vraie solidarité, c'est de s'organiser dans nos secteurs, dans nos communes, pour que les choses changent, hein, en fonction des besoins que nous décidons, nous, les salariés, nous, les producteurs de richesse. Hein. C'est à nous de décider, c'est la société qu'on veut. Hein. Et ce n'est pas la société qu'on nous impose par un gouvernement minoritaire aujourd'hui. et Charlie, pour terminer. Ouais, vous savez, c'est parce que nous avons, nous, tous les mêmes intérêts, que effectivement nous sommes solidaires et on sera toujours solidaires. Qui c'est qui aide les émigrés? Qui c'est qui aide les gens qui n'ont pas un logement? Qui c'est qui aide? C'est toujours effectivement les gens d'en bas. Soyons honnêtes, c'est toujours le même problème. Effectivement, s'ils veulent se faire de la publicité, ils vont filer 100 millions pour se faire de la publicité. Mais en définitive, la question qui est posée, c'est que j'aimerais effectivement qu'on puisse détruire cette 5e République, qu'on puisse instaurer un gouvernement, on parlera dans la prochaine émission, un gouvernement qui puisse satisfaire les revendications des ouvriers. Mais pour le moment, on n'y est pas. On est tout simplement à un déconfinement. Et qu'est-ce que je pourrais dire aux gens qui peuvent nous écouter? Que demain, il va falloir qu'ils aillent travailler, qu'ils aillent amener les mômes à l'école. Qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'effectivement aider et en définitive que nous ne soyons pas de la chair à canon? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dirais aux maires de prendre les décisions qui s'imposent avec les parents d'élèves, les syndicats. Si les conditions ne sont pas réunies, refus d'ouverture de l'école. Dans une usine, les travailleurs avec leurs syndicats, si les conditions ne sont pas réunies, on n'ouvre pas l'usine. Comme ça, partout, ça doit être décidé par ceux
qui peuvent être contaminés. C'est-à-dire qu'en définitive, ce n'est plus le gouvernement ni Macron, on l'enlève le droit de décider. Et c'est à ceux qui vont aller travailler de décider pleinement. C'est-à-dire, en définitive, on prend la parole et on décide nous-mêmes. Eh bien, écoutez, D'accord. Je peux ajouter une chose, ça sera forcément dans le débat de notre prochaine réunion, de notre prochaine émission. Je pense, c'est quand même de rappeler que la loi de finances rectificative a été votée par des députés qui sont censés nous représenter, des députés de droite, de gauche et plus à gauche même, et que tous ont voté cette loi de finances rectificative qui n'est absolument pas dans notre intérêt. Donc il faudra le rappeler à ceux qui prétendent aussi nous représenter. très bien. Christian, tu voulais finir ou non? Non, Eh bien, non, écoutez, je pense que c'est très bien. chers amis, chers camarades, c'était une petite expérience nouvelle que d'enregistrer cette émission via donc un logiciel qui fonctionne pas trop mal. Donc, on appelle à une autre émission, on fera d'autres essais sur un autre sujet qui nous tient à cœur, qui est en général celui de la laïcité. Et on essaiera d'inviter notre ami de l'Hérault pour parler, entre autres, de la loi Debré et donc de l'abrogation de la loi Debré et du serment de Vincennes. Je propose, parce que ça, c'était le premier volet de la crise. Il y a la crise qui s'annonce, qui va être aussi dure, c'est la crise financière, on n'en a pas parlé, et qui, à mon avis, après la crise sanitaire qui n'est pas finie, loin de là, s'ajoute la crise financière. Tout à l'heure, Christian, sur la question de nous faire travailler plus de 60 heures, des heures supplémentaires non payées, de se récupérer sur les congés, la RATP, sur les RTT, etc., les droits de licenciés, etc. Je pense que dans la prochaine émission, on doit aborder cette question-là parce qu'il me paraît importante. Et donc, ce qui disait Bernard tout à l'heure, ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, ce qui a été voté à l'Europe, les problèmes en Italie et en Espagne et aux États-Unis. Je crois qu'on doit, pour pouvoir, on a encore une émission devant nous sur ces questions-là. C'est parfait. Allez, je vous retrouve tout à l'heure le temps d'enregistrer donc le fichier. Ne quittez pas vos machines. On se retrouve dans 5 minutes pour se reconnecter. À tout à l'heure, camarades. À tout à l'heure, Patrick.